C'est pour discuter maintenant de l'actualité avec les débatteurs. William, bonjour. Bonjour Franck, Tanguy. bonjour. Bonjour Eric, Tanguy. bonjour. Lelouch, Bonjour Tanguy. bonjour. On va faire un tour d'horizon de l'actualité, notamment en 3 points. On va parler du Conseil économique et social. Avec la réforme intervenue récemment, les syndicats ne sont pas contents parce qu'on les a boutés dehors. Ils réclament leur retour au sein, en tout cas, de l'organisation. On verra bien d'abord quelle est la pertinence de la survie de cette institution et puis surtout la pertinence de la présence des syndicats en son sein. On va parler aussi, puisque généralement on parle très peu de nous-mêmes. On va parler de la Commission béninoise des droits de l'homme avec les journalistes aussi qui ont été boutés dehors au niveau donc de cette organisation qui faut-il dire, un travail à défendre les droits de l'homme. Bon, je ne sais pas si les journalistes sont exemples désormais de la lutte pour la défense des droits de l'homme. En tout cas, le Parlement a décidé ainsi. On pourra dire deux mots au sujet de la visite des anciens chefs d'État Yahi et Soglo à Niamey. Ils ont été reçus par le général Tiani. On pourra dire deux mots rapidement là-dessus. Alors, on commence par le tout premier sujet. C'est vrai que certains avaient commencé à se poser des questions sur la pertinence de son existence dans l'arsenal institutionnel démocratique du Bénin depuis 1990, à se poser des questions sur son importance et son apport à la survie démocratique et surtout au bien-être socio-économique du Bénin. Le Conseil économique et social, plutôt que d'être supprimé, comme projeté par certains candidats à la présidentielle de 2016, a été revu dans son fonctionnement. Et comme premier élément de réforme, la suppression du poste des syndicats qui étaient représentés en son sein, Franck. Ça fait deux aspects à la fois. C'est pertinent de continuer à garder le Conseil économique et social. Si je m'en tiens un peu au rôle que joue cette institution de la République, je pense que ce n'est pas superflu de continuer par garder, disons, cette institution. Et ce qui est à noter, c'est que depuis que l'institution existe, je pense que elle a toujours été consultée, donné son avis sur des questions de développement. Et on a vu qu'avec l'ancienne composition, il y avait un peu de tout. Il y avait les représentants des artisans, il y avait les représentants des entrepreneurs, les représentants des travailleurs, que sont les centrales syndicales. Il y avait toute une composition qui permettrait disons, de prendre leur avis sur certaines questions. Maintenant, on ne va pas toujours pour voir si les avis qu'émettent les conseillers au niveau donc, du CES ont un impact sur les politiques de développement que nous avons. On ne va pas toujours vérifier si tout ce qui sort du CES change quelque chose à la politique qu'appliquent les dirigeants. Donc, si on n'a pas le temps de vérifier tout cela et qu'on fait un peu le bilan jusqu'aujourd'hui, on peut se dire, bon, ça a existé, ça a fait son petit bonhomme de chemin, ça a joué le rôle que ça devait jouer selon les tests, mais est-ce que cela impacte réellement ce que nous vivons nous tous dans le pays? Et ensuite, la composition avec cette nouvelle loi qui a été votée. On va revenir tout à l'heure là-dessus, sur le départ des syndicats. William, est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer à garder le CES? On a vu des candidats, comme je l'ai dit, à la présidentielle de 2016 annoncer leur intention de supprimer le CES, par exemple. Et ce n'est pas que le CES. Des gens s'en sont pris même à la HAC aussi, en son temps pour se demander sur à quoi ça servait cette institution aussi. Il y a beaucoup d'autres structures, la Haute Cour de justice, etc., dans son existence, en tout cas dans sa forme actuelle. Mais concentrons-nous sur le CES. Est-ce que c'est pertinent que ça continue d'exister? Il y a, après la création d'une institution, il y a bien une pertinence à faire le débat sur son efficacité, son apport 34 ans après son existence. Parce que c'est légitime de se poser des questions sur ce que cela apporte à notre démocratie. De ce point de vue, il n'est pas exclu de déposer sur la table le débat selon lequel le CES, qu'est-ce qu'il nous apporte. Maintenant, quand moi je vais à cette question, j'interroge le mandat du CES. Ils n'ont qu'un avis consultatif. C'est dans cette expression que je résume tout le rôle du CES en matière économique, en matière sociale, dans notre pays, les politiques de développement, les politiques publiques de tout genre, les initiatives. Ils n'ont qu'un avis consultatif dans leurs différentes sessions ordinaires et parfois des sessions extraordinaires quand l'actualité les y oblige.
et on les a souvent entendus faire des déclarations pour essayer de passer en revue des questions d'actualité. Ils déposent souvent des mémoires. Je ne me rappelle pas la dernière fois ils ont fait ça. Non, ils font des déclarations à l'issue de leur session. La plupart du temps, le dernier jour de la session, ils disent qu'ils ont abordé tel sujet, ils retiennent telles autres choses, mais de façon parcellaire la plupart du temps, parce que leur interlocuteur privilégié, c'est l'ensemble de nos gouvernants. Ce ne sont pas les populations, ils n'ont pas à rendre compte aux populations, ils dialoguent et ils conseillent plutôt les gouvernants. Les gouvernants en tiennent-ils compte? Point d'interrogation, je ne sais pas ce que cela devient, mais quand même, dans ce rôle de conseil, dans ce rôle de conseiller, pour être plus précis si vous voulez, dans ce rôle qui leur est constitutionnellement dévolu, on les a vus à la tâche pendant plusieurs années. Maintenant, interrogeons aussi l'origine du CES. Le CES vient de la France. C'est des luttes liées à la Révolution française, liées à tous les mouvements du XXe siècle que vous connaissez relativement aux conditions des travailleurs. Le CES a une origine sociale, a une origine de la classe ouvrière, du prolétariat ambiant, de ceux-là qui voulaient discuter à la même table que les princes et rois de la cité, notamment les bourgeois. Donc, cela a fait que cette tradition a été maintenue de par le monde entier. Ça a même évolué. Aujourd'hui, on parle de conseil économique, social et environnemental dans certains pays. Et culturel dans d'autres. On a ajouté l'aspect culturel parce qu'on se dit ce sont des débats auxquels il faut laisser les acteurs au plus haut niveau s'exprimer. La belle preuve, dans notre conseil économique et social, il n'a peut-être pas encore une envergure culturelle dans sa dénomination, mais vous voyez des acteurs culturels de certains niveaux présents là-dedans. Vous voyez des acteurs des associations de développement ayant milité pour l'écologie, l'environnement et beaucoup de choses. Au Bénin, il faut continuer à le maintenir. Moi, je pense que ce n'est pas superflu d'avoir une institution comme celle-là. S'il y a lieu de faire des réformes pour voir un peu plus d'efficacité, pour que ces conseils soient beaucoup plus utiles, ou lui donner un mandat légèrement coercitif vis-à-vis des pouvoirs publics qui sont ses interlocuteurs, pour moi, la réforme devait aller dans ce sens. On fera le débat tout à l'heure, mais remettre en cause l'utilité ou l'existence même de l'institution, pour moi, cela n'est pas encore à l'ordre du jour. Ce n'est pas un débat, oui. Allô, Eric? Oui. Votre avis sur l'existence du Conseil économique et social? Je pense que ça a toujours son importance. Ça reste une institution de la République. C'est sûr et certain que quand on créait ça en 92, on se disait, n'est-ce pas, avec cette instance, on peut accompagner le pouvoir public avec des avis consultatifs. Écoutez, messieurs, dans votre budget, nous avons remarqué ceci. Nous vous proposons ceci, voyez-vous. Donc, ça aide toujours à accompagner un système qui est en place, de mieux structurer ses budgets, de mieux orienter ses politiques à l'endroit de la société. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du CES, vous avez, comment on dit, des représentants de plusieurs corps de la société, les syndicalistes, les artistes, et puis tout ça, et bien d'autres personnes, pour quand même qu'on puisse avoir des avis variés, n'est-ce pas, et que les propositions soient plus inclusives à la fin, pour permettre donc aux décideurs de prendre de bonnes décisions. Donc je pense que ça reste une institution importante dans notre République, dans la mesure où c'est toujours bien de conseiller, de proposer, d'orienter, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des décideurs sur des urgences, n'est-ce pas, sur des préoccupations majeures. J'ai déjà vu des rencontres du CES ou des sessions où des thématiques abordées par de la cybercriminalité, des thématiques parlent de la cherté de la vie et bien d'autres sujets importants, n'est-ce pas, pour nos populations. Donc pour moi, c'est vrai, on peut toujours faire ce débat d'importance, d'opportunité, un peu comme également on fait ici ce même procès à la Haute Cour de justice qui, depuis sa création, véritablement n'a trouvé dans ce pays aucun ministre corrompu, et puis tout ça. Or, ce n'est pas des dossiers de corruption qui n'existent pas. Oui, le riche. Oui. Je pense que l'institution peut toujours rester. Rester en ce sens que même si son mandat n'est que consultatif, on peut voir à l'interne la composition de sorte à la rendre beaucoup plus dynamique et beaucoup plus opérante. C'est vrai que pendant longtemps, on ne voit qu'une institution a priori entre griffes dormante. Même si les consultations se font de façon, je dirais, de façon privée avec le gouvernement,
Mais j'ai vu entre-temps les membres du CES aller sur le terrain pour aller constater certains faits au niveau de la population afin de pouvoir donner leurs consultations, faire des consultations beaucoup plus sérieuses. Et je crois que ça a été même relayé par les médias dans le temps. Ce n'est pas mal, c'est vrai que ça ne se fait pas souvent. Allez voir réellement comment vit la population. Qu'est-ce qu'il faut, sur quel levier faut-il jouer pour donner beaucoup plus de poids aux décisions du gouvernement. Je pense que c'est des choses qui doivent se faire. Mais dans le fond, qui sont ceux qui conseillent? Donc c'est dans la représentativité des corporations que la structure doit pouvoir trouver réellement son ancrage pour pouvoir faire des consultations ou donner des conseils assez pertinents. Pourquoi? Si vous prenez des gens qui ne maîtrisent rien d'une certaine corporation, qui peut-être viennent maintenant découvrir cette corporation, et vous leur demandez de faire une consultation sur les leviers à bouger pour améliorer la vie des acteurs de cette corporation, ils ne vous donneront qu'un avis assez, disons, abstrait. Un avis assez, qui ne donne pas réellement, qui ne relève pas réellement de ce qui se passe dans la corporation en elle-même. Or, quand vous avez des gens qui sont au fait de la corporation, qui connaissent les difficultés de la corporation, qui savent réellement comment cette corporation-là a évolué, les difficultés que cette corporation a rencontrées jusqu'au moment où la consultation se demande, on est en mesure de dire avec précision, attention, on avait déjà essayé ceci, ça n'a pas marché, je voudrais qu'on tourne le sujet de telle manière. Donc la consultation demande une certaine compétence, une certaine aptitude et une certaine connaissance. Donc quand on a des gens qui sont véritablement au fait et qui peuvent véritablement opiner sur une corporation donnée afin de pouvoir l'aider, parce qu'ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour aider le gouvernement à prendre des décisions sociales et économiques. Donc c'est important qu'on voit beaucoup plus le poids de la population à l'interne. Alors, si leurs avis ne sont que consultatifs et que personne n'est obligé, véritablement, s'il existe dans la société et dans la République des organisations socio-professionnelles, notamment d'agriculteurs, de leveurs, etc., toutes les différentes composantes qui animent la vie publique, professionnelle, sociale de la société existent et sont bien organisées, bien structurées. Les syndicats sont là, parler au nom des travailleurs, etc. Est-ce qu'on a besoin encore d'une structure où ils n'auront qu'à venir s'asseoir peut-être une fois ou deux fois l'année pour émettre des avis consultatifs, ou même celui qui décide n'y est obligé en rien du tout? Et alors là, en rien du tout, Franck? Non, moi je pense que remettre en cause l'opportunité ou la nécessité de l'existence du CES, c'est peut-être insulter en griffe l'intelligence de ceux qui, il y a 32 ans, plus de 3 décennies en arrière. Il peut y avoir une réalité, il peut y avoir un contexte qui exigeait la création du CES il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que ce contexte a changé, on peut réadapter, non? On a révisé la Constitution en 2019, c'est pas une insulte pour ceux qui la Constitution en 1990. Réadapter, d'accord, réadapter, mais pour ceux qui sont de l'école il faut faire partie, le CES, ça ne sert plus à rien. Je dis ceux qui l'avaient créé, ils ont senti la nécessité et ils l'ont fait. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu, il n'y a pas que le gouvernement que le CES conseille, il y a également le Parlement. Il arrive qu'on les consulte sur des questions. Et ce qui est intéressant, il y a une démarche qu'ils suivent là-bas aussi. Vous voyez, un peu comme les députés font des commissions d'enquête, ils vont sur le terrain. Les membres du CES, il leur arrive de descendre sur le terrain, d'aller toucher du doigt, n'est-ce pas, les conditions de vie. En quoi est-ce que le travail est tout différent, par exemple, des organisations de la société civile qui peuvent faire des travaux bien documentés, etc., et aller déposer des mémos, par exemple, au Parlement, ou déposer au cabinet d'un ministère, ou déposer, par exemple, à la présidence? En quoi est-ce que c'est différent? Alors, le canal d'expression de la société civile n'est pas le même, par exemple, que celui du CES. Le CES a un canevas qu'il faut suivre. La société civile peut aller par les dénonciations. Je ne vois pas le CES. Le CES formule plutôt des approches de solutions.
on donne des pistes à suivre pour régler tel ou tel problème. Au niveau de la société civile, on peut appeler la presse et dire, écoutez, dans tel secteur, il y a corruption, il y a ci, il y a ça. On peut brandir même des... Ça, c'est plus proactif. C'est même plus, ça a même plus de résultats que de rester dans l'action timorée, de dire on veut descendre, on veut conseiller. Non, parfois les conseils permettent de régler des problèmes. Ah oui. Hein. Autant que la dénonciation, mais chacun dans son rôle. Eric. Et cela, c'est souvent en tant qu'institution, le CIS a un poids quand même pour pouvoir saisir les autres institutions ou attirer leur attention. Si chaque organisation socio-professionnelle doit rédiger un document et déposer à l'Assemblée nationale, j'imagine un peu... Non, s'il y a un sujet pertinent d'actualité vous voyez qui concerne la corporation, on saisit l'organisation professionnelle de la corporation pour les conseils. Encore qu'au niveau de chaque corporation, allez-y voir la bataille de qui va représenter qui, de quelle organisation est plus importante que telle organisation. Vous avez toute une panoplie. La guerre électorale qui a eu lieu pour désigner les représentants au niveau du Conseil économique et social la dernière fois. Absolument. Et il y a même certains qui ont fui de la salle parce qu'il paraît que les gris sont rentrés dans la salle. Vous avez appris ça? Au moins ici, vous avez un groupe formé avec un niveau de représentativité, n'est-ce pas, qui travaillent ensemble. Et donc, le document qui est produit, c'est un document unique dans lequel les avis y sont contenus, n'est-ce pas, et qui sont soumis à d'autres institutions à l'effet de voir, n'est-ce pas, ce qu'on peut tirer pour améliorer véritablement certaines choses. Moi, j'étais encore à l'université et là, je ne maîtrisais pas encore grande chose. Je travaillais dans un centre culturel et j'étais, comment on dit, étonné de voir un groupe de 4 personnes qui étaient en mission, c'était des membres du CES. Ce dont je vous parle, c'est un petit musée à Parakou. Et la mission, c'était de faire le tour de tout ce qu'il y avait comme musée, pour voir un peu ce qui se passe véritablement sur le terrain, qu'est-ce qu'on y retrouve au niveau de ces musées, quels sont les problèmes, les difficultés. Après les échanges, c'était qu'ils prenaient véritablement note de ce qui se passait sur le terrain pour pouvoir informer, enfin pour pouvoir formuler des doléances, pourquoi pas au niveau du secteur. Il y a bien d'autres sujets également qui amènent les membres du CS à aller sur le terrain, à enquêter, à formuler. Après, vous savez, les choses peuvent évoluer. Aujourd'hui, le ministère de la Communication n'existe plus dans l'architecture du gouvernement. Ça a toujours existé par le passé parce qu'on a senti, enfin, on a estimé qu'aujourd'hui, en fonction des réalités, la RAC peut peut-être jouer déjà ce rôle et puis tout ça. Et puis, enfin, le blé n'est pas tombé. Nous continuons pas vivre. Donc, bon, on peut faire ce débat sur plusieurs paliers et voir aujourd'hui qu'est-ce que le CS, à partir du moment où les décideurs ne sont pas obligés de prendre en considération les avis du CS. Vous savez, peut-être c'est plutôt technique, mais le décideur pense au côté politique avant de prendre une décision. Et finalement, on peut finir une année où au niveau du CS, on a fait un travail sans que cela ne soit pris en compte, que ce soit par l'Assemblée nationale. Alors, les syndicats ou les exécutifs. Oui, sur la question très rapidement. Vous voyez, il y a le statut et les moyens qui ne sont pas les mêmes. Être une institution constitutionnelle à la même enseigne que les autres institutions constitutionnelles n'a rien à voir avec une organisation de la société civile. C'est beaucoup de sous, etc. Oui, les hauts conseillers de la République sont bien nantis. Les hauts conseillers de la République ils sont bien nantis. On est parfaitement d'accord. Mais dans le conseil, ce n'est pas la même chose. La belle preuve, la société civile ne conseille pas les gouverneurs. Ils font du plaidoyer, ils font du monitoring, mais ils n'ont pas mandat à conseiller les gouverneurs. En qualité de quoi? Et surtout, vous savez, pour l'âme du CES, pour l'histoire du CES, je parie qu'on a colporté, je crois avoir lu le professeur Philippe Noudjenoumé là-dessus, on a colporté ce modèle français de CES pour rendre hommage à la lutte des travailleurs de la fin des années 90, sinon 89, qui ont conduit, ces mouvements qui ont conduit de part et d'autre à la conférence nationale. C'est une âme, c'est une matérialisation de l'histoire de ce pays d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, ne serait-ce que pour ça, il faut travailler à voir là où il faut huiler la machine et non penser à sa suppression. Oui, mais si c'est justement pour les couches sociales qui ont contribué à l'avènement des assises de 90, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas à créer une chambre au Parlement pour leur faire avoir une place là-bas pour les débats liés justement à la création, enfin,
au vote des lois qui impactent directement leur vie, plutôt que de passer par des conseillers. Je suis parfaitement d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes démocraties... Pas forcément une chambre, des métiers. Pas forcément une chambre, mais des quotas, un peu comme c'est fait pour les femmes, par exemple. Encore que là-dessus, c'est discutable. Parce que dans toutes les grandes démocraties aujourd'hui, les couches sociales les plus défavorisées participent à la prise de décision. Dans aucune grande démocratie aujourd'hui, on ne vote une loi sans les travailleurs. On ne vote une loi sans les artisans, sans les corps de métier. Ça, c'est les gros modèles de démocratie. Nous, ce qu'on a essayé d'implémenter, jusque-là, est-ce qu'on a même écouté les hauts conseillers de la République, le temps qu'ils ont fait de 92 à aujourd'hui pour penser à un modèle proactif plus grand. Maintenant, vous dites sur la question des syndicats, ils ne sont pas les seuls. Les associations sportives sont sorties du lot. Les associations, les syndicats des employeurs, on a remplacé que par le patronat tout coup, et on a sorti également les 2 représentants des universitaires. Pour moi, c'est... Comment est-ce qu'on a fait le débat? Comment est-ce qu'on a fait le casting? Vous avez entendu le débat? J'ai entendu. Moi, j'ai rien entendu. La plénière. La plénière. J'ai écouté des choses qui m'ont arraché des sourires. Je me demande si nos députés s'informent, ils se documentent sur l'histoire de certaines choses dans notre République. Comment est-ce que l'âme de ce qui revient aux travailleurs est balayée du revers de la main par la présence des travailleurs? On remplit les corps de métier, on remplit de toute autre chose, sauf l'essentiel, les partenaires sociaux. Il n'était que 4 responsables syndicaux à représenter. Ok, dites-moi, on dit l'émanation de l'institution, c'est le dialogue social. Quel est le dialogue social que vous faites pendant que les partenaires sociaux les plus privilégiés sont out, ils sont dehors? Comment est-ce qu'on y a réfléchi? Quelle expertise a amené à ça? Maintenant, bon, je sais qu'on n'a pas vraiment bonne oreille pour les conseils depuis un moment chez nous, mais est-ce que c'est pour autant que des éclaireurs comme les universitaires, eux-mêmes, ils ont vendu leur peau, ils ne disent plus rien et ils se fouvoient leur langue les unes après les autres devant la chose politique, certes, mais est-ce que c'est pour autant que toute l'intelligentsia est pourrie pour qu'on balaye la présence des universitaires dans le CES? On a manqué de faire le débat, vraiment. Les syndicalistes hors du Conseil économique et social, je pense que c'est une grave erreur. Les centrales syndicales hors de ce système, hors de cette structure, hors de cette institution, c'est une gravissime erreur. En ce sens que, c'est vrai que j'ai entendu parler des associations départementales de développement, d'accord, mais... Est-ce que vous savez le combat qui va encore se mener à la base et la qualité de représentativité justement de ces associations de développement et départementales de développement? Alors que quand on prend les centrales syndicales, c'est la somme de ceux-là, de ces travailleurs qui expriment à travers ces centrales leur voix. Ce qui veut dire que les centrales sont plus représentatives que ces associations départementales de développement, parce que à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on est en train de dire qu'on veut descendre la structure vers les départements. Mais le problème qui va se poser à la fin, c'est qu'au niveau des départements, on va se retrouver dans une guerre parcellaire, une guerre qui va faire sortir des gens qui ne vont pas véritablement représenter... Mais les associations de développement étaient déjà dans le CES. Pendant que les syndicats et les autres y étaient. C'est ça justement qu'on veut utiliser. C'est justement cet aspect seulement qu'on veut utiliser pour justifier le départ des centrales syndicales. Alors que le véritable problème qui se pose là actuellement, c'est que ces représentants ne pourront véritablement pas parler au nom des structures, au nom des corporations qui ont ce problème-là. L'autre aspect qu'il faut voir de très près, c'est qu'aujourd'hui, quand nous prenons des décisions, parce on parle de politique publique, au niveau des politiques publiques, il faut d'abord chercher à savoir de quoi le peuple a besoin, de quoi les corporations ont besoin, de quoi les sociétés ont besoin. Évaluer leurs besoins d'abord avant de tailler la politique sur cette mesure. Si vous n'évaluez pas et que vous taillez la politique, peut-être que j'ai besoin de l'eau. Et pendant que vous venez, vous m'offrez autre chose que l'eau. Et là, je vais vous dire, c'est bien. Merci, j'ai aimé l'eau que vous m'avez apportée. Mais là, tout de suite, j'ai cruellement et vitalement besoin de l'eau. C'est là l'importance déjà du CES. Et l'autre chose, encore, quand on finit de faire la politique, le CES doit encore retourner sur le terrain pour évaluer cette politique mise en place, évaluer son impact et faire encore des propositions aux décideurs. C'est-à-dire que, est-ce que l'eau qu'on a apportée
apporter aux populations, est-ce que véritablement c'est de cette eau, de cette qualité d'eau que le peuple et la population a besoin? Est-ce que véritablement ce qu'on apporte à cette corporation, c'est de ça qu'elle a véritablement besoin, ou la décision qu'on a prise, est-ce qu'elle a été appliquée comme cela se doit pour donner les résultats qu'il faut? Je pense que si véritablement on a besoin, on veut que le CES fasse son travail, il faut qu'on lui donne le CES de l'âme qu'il faut, et quand on enlève tout l'intelligentsia de cette instance, on se pose la question de savoir, est-ce que véritablement on veut les résultats, ou on veut juste avoir une coquille vide? Les syndicats, partis ils ne sont pas les seuls. Hein. Oui, ils ne sont pas les seuls. Je me demande bien les raisons pour lesquelles on a restructuré la loi ainsi. Et lorsque je lis un peu la conclusion à laquelle a abouti la commission des lois au Parlement, dit, au regard de ces raisons, je vous en ai parlé, la commission estime que sa structuration devrait lui permettre de se rapprocher des populations et que sa composition doit être à la hauteur des défis actuels. Quels sont les défis actuels? C'est les populations, il y a le chômage, il y a les conditions de vie des travailleurs, il y a. Et pour rapprocher l'institution des populations qui sont faites en grande partie des travailleurs, on supprime les postes qui reviennent aux travailleurs. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est la commission des lois qui l'a dit. Mais pour moi, ça me pose un petit problème. Ça me pose un problème dans le sens que, vous avez dit par exemple, le sport, ça représente quelque chose de très important dans la vie des populations. Mais il y a des fédérations, il y a les fédérations. Ces fédérations. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, bon, ok, le CES, c'est une institution, c'est ceci, c'est une image, etc. D'accord. Mais comment est-ce que, enfin, quel est le partenaire idéal pour parler, par exemple, du football sérieusement, et alors des mots du football, et comment développer le football au Bénin? Quel est le partenaire idéal si ce n'est pas la fédération, les acteurs et membres de cette fédération que le CES? Malgré toute la volonté d'une fédération, si les pouvoirs publics en face ne sont pas suffisamment conseillés, ne sont pas suffisamment éclairés, le phénomène camerounais est ce qui se passe de façon la plus idéale. Oui, mais toi, alors le médiateur de la République, pour mettre les deux parties ensemble pour discuter. Sur ce débat que nous faisons, avant que Franck reprenne rapidement la parole, quand les députés trouvent le temps d'aller dépiécer cette loi pour lui enlever sa moelle osseuse, au moment où ils ne réfléchissent pas à trouver des moyens de coercition par rapport aux pouvoirs publics qui sont concernés, notamment eux, le Parlement. Quand les associations de la société civile leur ont déposé des mémoires pour le code électoral, ils ont jeté ça par la fenêtre. Ils peuvent faire ça dans un document du CES. Maintenant, au lieu de travailler à écouter davantage le CES, pour que les gouvernants écoutent mieux le CES, ils ont travaillé plutôt à enlever l'âme, à mettre des gens regroupés quartier par quartier, à mettre des corps d'artisans. Non, je ne suis pas sévère. Mais dans un pays, on ne s'écoute pas. On ne peut pas faire de la place au dialogue. Il n'y a que ceux qui gouvernent qui sont intelligents et ils ne nous amèneront qu'où ils vont. Le CES est là, on est et on ne fait pas de débat. Oui, mais voilà, par exemple, on va dépassionner le débat. C'est-à-dire on n'est pas passionné, on parle de choses. On voit que au niveau de William, ça monte un petit peu. Alors, moi, je voudrais dire que on a manqué un peu l'occasion de pouvoir redonner au CES parce que dans quelques années, des gens viendront vous dire que ce qui est fait là, qu'il faut revoir cela. Parce que les défis actuels, l'évolution que nous observons du monde aujourd'hui, l'avenir appartient aux jeunes. Les jeunes, ce sont les travailleurs. Les jeunes, ce sont ceux qui sont dans les métiers aujourd'hui, le sport. Vous voyez, il y a des pays qui se sont élevés au rang des grandes nations, rien que par le sport. Il y a des individus pris personnellement qui sont à l'extérieur, qui jouent et qui rehaussent le nom de leur État. Si vous n'avez pas les cercles ou les canaux par lesquels vous pouvez apporter votre plus au développement du sport. Vous avez parlé des fédérations. Les fédérations, eux, ils s'occupent, n'est-ce pas, du sport. Ils prennent les mesures techniques. Ils ont un budget pour ça. Mais ce qu'ils font au niveau de la fédération, ça ne peut pas apporter un plus au vote des lois, par exemple. Au niveau du Conseil économique et social, la loi leur a tracé le couloir pour faire des propositions. Vous parlez comme si dès que le Conseil économique et social émet des idées, qu'on l'adopte en même temps et qu'on vote une loi. Non, lorsque c'est pertinent, moi j'estime que... Qui juge de la pertinence?
Bon, sur à qui on remet ces concepts-là. Moi, je me dis qu'il y avait quand même le milieu, la tribune, pour leur permettre de faire. Ça dit que si un acteur... Oui, on pouvait renforcer. Au lieu de la fragiliser. Je pense que dans la nouvelle configuration, on peut être touché par le sentiment d'exclusion dont revendiquent les syndicalistes. Parce que quand vous appartenez à une organisation depuis sa création et que on trouve aujourd'hui, n'est-ce pas, des raisons pour justifier un peu votre absence, on peut crier, n'est-ce pas, à l'exclusion. Mais il y a meilleur, Tanguy, dans cette nouvelle organique. Oui. Selon l'article 5, par exemple, on dit les membres du CS sont des personnalités qui ont démontré et justifié le concours au développement économique, social, agricole, culturel, scientifique, artistique, technique de la nation. On va exiger alors de ces personnes un certain nombre de profils, n'est-ce pas, pour que le travail soit bien fait. Ils sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et pour rejoindre un peu ce que Franck disait, aujourd'hui, pour être plus proche des populations, le CS est organisé en conseils départementaux et puis conseil national. Et donc, il y aura une architecture au niveau départemental où on va pouvoir trouver des membres pour que déjà dès la base... on veut même démultiplier les postes, on veut les... Ah d'accord. Et donc, pour que déjà à la base, n'est-ce pas, qu'on puisse aborder des questions de proximité avant de les remonter au plan national. Allez, on va passer à notre sujet. De toute façon, la plénière a tranché, ils ont voté, ils ont envoyé les tests. Il ne reste qu'à le mettre en application. Oui, il y a également, on peut s'attendre à une petite bataille au niveau de la Cour. Les gens peuvent le chef de l'État peut demander une deuxième lecture, si tant est qu'il trouve que les travailleurs ne peuvent pas quitter. Maintenant, lui qui dit devant le MEDEF en 2022 qu'il a fait arracher le droit de grève, bon, sinon il a fait dépiécer le droit de grève, ou lui qui dit à Berlin en 2019. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est les députés. Non, c'est sa volonté politique. Il l'a arboré en 2019 à Berlin. En 2022, devant le MEDEF, il l'a encore dit. C'est à l'actif du Parlement, mais c'est à l'actif de sa gouvernance et il en est fier. Maintenant, je n'espère pas ça de son côté, mais comme Franck l'a dit, il peut avoir une bataille juridictionnelle. On peut reprocher la relecture. On peut reprocher des choses à la relecture sur le droit de la loi sur le droit de grève. Mais ça a permis de régler quelques points du problème. Lequel? Oui, les grèves perlées dans l'enseignement, par exemple, je vous assure qu'aujourd'hui, ça a réglé un certain nombre de problèmes. On n'est plus là à... On a un enseignement de qualité. Oui, on suit les enfants, le quota de cours est exécuté. Moi, je n'ai pas dit de tout enlever, mais ça a réglé un problème. Ça a réglé un problème. Et nous en sommes fiers aujourd'hui. Les enfants qu'on pose aujourd'hui, on sait qu'ils ont un peu dans la tête parce que, les enseignants ne les ont pas laissés en pleine année scolaire pour aller... ça c'est vrai, on n'a plus beaucoup de perturbations de l'année scolaire et ça c'est une évidence de toute façon. Allez, on a encore 3 sujets, Melton est parti. C'est quand même curieux, hein, et on a fait cette bataille là avant ce débat. On parle jamais de nous-mêmes quand il s'agit justement de faire venir les sujets de l'actualité. Vous voyez comment c'est passé, je dois dire incognito, est-ce que c'est le mot que je dois utiliser, ce sujet concernant l'exclusion des journalistes de la Commission béninoise des droits de l'homme. Je ne sais pas comment est-ce que dans une démocratie on peut lutter à défendre les droits de l'homme en excluant, je dois dire, les journalistes. On doit s'occuper de nos micros et caméras désormais et aller faire les reportages simplement. Ça va largement pour défendre les droits de l'homme, hein. Monsieur droit de l'homme. Non, là-dessus, je comprends, c'est tout légitime. Eric le disait tout à l'heure, quand vous y avez appartenu longtemps et qu'on doit vous sortir, naturellement, que ce soit fondé ou non, il y a une petite gêne. Maintenant, sur la question de la Commission béninoise des droits de l'homme, nous avons atteint, en tant qu'institution nationale de droits de l'homme, le statut A, le plus haut statut en cette matière au niveau du Comité international des droits de l'homme. Et le Bénin a envie de maintenir ce statut, a envie d'être au haut niveau pour que notre institution nationale des droits de l'homme soit respectée, ne soit pas une petite institution comme c'était le cas par le passé. Vous savez, on a eu une certaine version d'institution nationale des droits de l'homme qui avait les statuts C et autres. Et pour ça, il y a les normes de Paris qui sont désormais onusiennes et qui demandent qu'au lieu de 11, 12, 13 personnes dans une institution nationale des droits de l'homme, qu'il y ait plutôt plus 7. Et moi, j'ai suivi, quand le débat était en plénière encore à l'Assemblée nationale, j'ai suivi la commission des lois, j'ai suivi le ministre de la Justice, j'ai eu la chance de rencontrer un émissaire des Nations Unies, notamment du Comité international des droits de l'homme, Afrique de l'Ouest, sur la question. En fait, à première vue, ça peut frustrer. Mais ce standard rend
les 7 nouveaux membres les 7 nouveaux commissaires, des permanents, mais surtout professionnels et experts des questions de droits de l'homme, quitte à avoir en leur sein, par exemple, de brillants journalistes, des journalistes qui ont montré des preuves de travail pour les questions des droits de l'homme, de liberté de presse, des gens qui ont même subi des coups, quitte à les avoir dans de sous-commissions, dans de petits démembrements, pour être plutôt des consultants, des experts. Mais les commissaires eux-mêmes, ils sont un profil taillé. On peut faire le débat de la pertinence. Oui, c'est vrai. On peut faire le débat de ce que les Nations Unies ont validé. Pour dire, est-ce que les Nations Unies elles-mêmes ne sont pas en train de se méprendre en instituant l'Institution nationale des droits de l'homme de la sorte? Maintenant, quand nous faisons le débat... Votre avis, c'est quoi? Mon avis est que moi je suis partant, c'est bien étonnant peut-être, mais je suis partant pour une question de professionnalisation des droits de l'homme. Parce que on a beau avoir le statut A, ce que nous avions comme bilan n'est pas le meilleur. Qui sont ceux qui ont aidé la commission à avoir le statut A? Pourquoi vous prenez le débat? Oui, mais je comprends pas. Il n'y a pas que les journalistes. Il n'y a pas que les journalistes qui les ont aidés. Quelqu'un a dit dans ce pays qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça dit que ça ne veut pas dire qu'il faut parler l'évangile. Oui, l'équipe travaille à amener la structure à un niveau, et c'est en ce moment qu'on découvre qu'il y a des normes internationales. Pourquoi nous avons fait le débat sur le CES? C'est parce que nous avons atteint certains niveaux, mais nous voulons performer davantage et nous adapter à notre époque. Et le riche, on y va. Hein? Ouais, moi, il faut dire une chose. La presse ne subit que ce qu'elle accepte de subir. Nous avons déjà vu très rapidement, pour ouvrir une parenthèse avant d'aller là, un ministre parti avec carrément le ministère même en entier. Nous avons vu, nous voyons le bâtiment même. Nous voyons presque tous les jours la presse défendre toutes les autres corporations, défendre la légitimité des corporations, défendre les intérêts des corporations, des travailleurs qui demandent un plus à leur salaire. Nous avons vu la presse se mettre devant de la scène pour critiquer la manière dont des droits ont été violés, bafoués. Mais on ne voit pas souvent la presse décrier comment ses propres intérêts sont bafoués, comment ses droits sont vilipendés, mis à plat. C'est pour cela que je dis que la presse ne subit que ce qu'elle accepte de subir. Et vous le dites. Non, je regarde William, franchement, pour le dire, parce que là, ici, le problème de la presse que je vois ici, c'est qu'il n'est pas le représentant de la presse. Il faut simplement reconnaître que même si aujourd'hui la CBDH a atteint ce niveau, ce n'est pas sans l'apport de la presse, ce n'est pas sans le soutien de la presse, ce n'est pas sans la présence de la presse, ce qui veut dire que la presse joue un rôle important, un rôle assez, je dirais, importantissime dans son évolution. Non, aujourd'hui, seront dans les commissions. Et aujourd'hui, quand on parle de commission, on verra bien l'effet que ça va donner dans les commissions. Et c'est après peut-être qu'on va trouver que la presse n'est pas assez outillée, n'est pas assez impliquée dans le système. Et on va commencer par faire de grandes campagnes de communication pour dire oui, il faut maintenant qu'on communique sur les actions, les décisions de la CBDH. Vous pensez, il faut nécessairement impliquer la presse. C'est quand vient le moment où on a besoin de la presse, qu'on connaît son importance, mais quand la presse aide à atteindre un niveau donné, on estime que oui, ils sont plus importants. On peut les sortir de maintenir la norme internationale. Oui. Est-ce que vous souscrivez à des conventions au plan international où vous êtes membre ou partie prenante à des institutions comme l'ONU, l'Union africaine, tout ce que vous savez, en tout cas hors de nos frontières, il y a parfois que on est contraint de respecter certaines normes. Et c'est là que je rejoins un peu William. Si ce sont des normes qui ont été posées par... Les normes de Paris. Voilà, les normes de Paris. En plus. Donc, il faut parfois souffrir. Le débat des syndicats aussi, c'est une question de ça. On a dépassé, on a fini avec le débat des syndicats. Nous sommes pas des journalistes. Donc, il faut parfois souffrir. C'est difficile, mais c'est vous qui avez librement ce qui est à ces tests-là, à ces conventions. Mais lorsqu'on a fini de dire cela, vous savez, j'ai lu dans la presse la dernière fois que Pasteur a jeté son dévolu sur une jeune fille de 16 ans, quelque part dans la Donga. Il en avait l'habitude quand on l'a surpris et tout ça. Mais les journalistes constituent des sources intarissables d'informations.
qui peuvent orienter les actions qui peuvent être menées pour essayer de garantir les droits. Vous savez, quand on est sur le terrain, on voit beaucoup de choses qu'on ne peut même pas transcrire dans les colonnes, à la télévision, encore plus à la radio, vous ne pouvez pas le dire. Mais lorsque vous appartenez à des institutions du genre, à des structures du genre qui peuvent porter vos voix plus haut, moi je pense que la meilleure façon, c'est de leur laisser leur place. Et c'est là que malheureusement je ne peux plus soutenir. Je ne comprends vraiment plus les noms de Paris, les noms d'accord, les noms de commission. Donc il nous faut cette place-là pour davantage. Moi je reviens un peu en arrière pour les syndicalistes. Vous savez, l'absence des syndicalistes au niveau du CES n'est pas l'absence des travailleurs, parce que nous avons toujours d'autres corps de métier de travailleurs représentés. Alors sur le sujet, moi j'ai vraiment pas compris comment on a pu produire une telle configuration, n'est-ce pas, sans les médias. Si les journalistes décident de se taire sur toutes les déviances, les atteintes liées aux droits de l'homme, je vais demander aux journalistes de commencer à se taire sur les questions de l'humanité. On va mettre notre programme, non? C'est notre programme, n'est-ce pas? Oui. On ne peut pas continuer de pas avoir journaliste. Parce que ce qui s'est passé, parce que nos amis, parce que si les journalistes décident de faire preuve de silence de toutes les questions de violence liées aux questions de droits de l'homme, cette décision n'hésiterait même pas. On n'entendra même jamais parler de la commission des droits de l'homme, tout ça. Même pas. On ne peut même pas appeler le nom, c'est pas dans un élément. Si ce qui s'est passé à Djougou, on a pu remonter l'information, c'est parce que ça a été traité. C'est ça. Parce que ça a été traité. Ils ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire national à la recherche de qui a fait, à la recherche de qui a fait quoi, de qui n'a pas fait quoi, de qui a fait quoi, de qui n'a pas fait quoi. Et après, c'est vrai, nous-mêmes, nous n'assurons pas notre propre défense. Et c'est là que, quand j'entends d'une oreille ce que dit William, je me dis, bon, nous sommes, enfin, si c'est de cette façon que nous-mêmes nous sommes victimes de ce qui nous arrive. On ne peut pas comprendre ça. Moi, j'estime que des 7 membres, on doit pouvoir se battre et trouver une place pour les... Non, c'est fini. La loi est... Oui, c'est malheureux. Tous les postes qui existent, c'est malheureux. Parmi ceux qu'on a supprimés là, celui des journalistes. Voilà. Et c'est malheureux. Ça, c'est la liberté. Et oui.